Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre nos contenus sur Evenprod. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos programmes. Il est des moments dans l'histoire où l'actualité ne nous demande plus seulement de réagir, mais nous impose de penser. En cette fin de l'an 2025, nous avons l'immense privilège d'accueillir pour nous guider dans cette réflexion un esprit universel, un sage de notre temps, professeur Souleymane Bachir Diagne. Bonjour. Bonjour, Chérif Diop. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philosophe, éminent spécialiste de l'histoire des sciences et des cultures, vous êtes, cher professeur, une voix essentielle pour comprendre les mutations de ce monde de remilitarisation et de robotisation. Vous avez pris votre retraite de l'Université Columbia à New York, où vous avez enseigné plus de 15 ans. Votre impact interdisciplinaire sur le milieu universitaire a été loué par vos collègues venus de partout, vous rendre un très grand hommage au mois d'avril 2025. Ma question, d'abord, est-ce que, en tant que jeune retraité, c'est un peu plus calme ou bien vous courez toujours? Écoutez, pour l'instant, je cours toujours parce qu'évidemment, dans le métier qui est le mien, qui est un métier d'enseignant et de chercheur, une retraite ne change pas grand-chose au fond dans ce que l'on fait. Oui. Donc, lire et écrire de la philosophie, je pense que je vais continuer à le faire aussi longtemps que cela me sera permis. Et par ailleurs, j'avais déjà en chantier un certain nombre de projets que je vais continuer. Là, ce qui va être un grand changement, c'est que je vais passer désormais un peu plus de temps ici, chez nous, au Sénégal, tout en continuant à habiter à New York, puisque Columbia m'ayant accordé le statut de l'éméritat, je reste encore associé à cette université pour un certain nombre de projets de recherche à mener avec mes collègues. Oui. Voilà. Le titre de notre émission aujourd'hui est une question, une interrogation qui traverse les siècles. Que nous est-il permis d'espérer? Et j'ajoute en 2026. Cette question héritée de la philosophie d'Emmanuel Kant, comme vous le savez, prend en cette année 2025 une résonance particulière, presque vertigineuse. Nous sommes en effet confrontés à un double défi. D'abord, l'enlisement de la guerre. Nous ne parlons plus de conflits passagers, mais d'une chronicité de la violence, de l'Ukraine au Moyen-Orient, en passant par les défis sécuritaires majeurs ici même au Sahel. L'incapacité également à bâtir une paix durable nous interroge sur notre propre humanité. On va en parler. Ensuite, la percée fulgurante de l'IA, l'intelligence artificielle. Si certains évoquent une menace sur Sapiens, d'autres oracles avancent que nous vivons la plus grande mutation de l'humanité. Vous nous direz votre avis, professeur, car l'intelligence artificielle ne bouleverse pas seulement nos outils, elle bouscule également notre définition du travail, de la vérité et de ce qui fait de nous des êtres pensants. Professeur, avant d'ouvrir les perspectives 2026, en cette fin d'année 2025, que diriez-vous si vous deviez résumer l'état du monde? Écoutez, je crois que le titre que vous avez fort heureusement choisi pour notre conversation, que nous est-il permis d'espérer, permet de trouver une manière de résumer l'état du monde aujourd'hui et les perspectives qui se dessinent pour demain. Vous l'avez dit, vous avez choisi cette grande question philosophique posée par Kant, que nous est-il permis d'espérer? Je rappelle une autre question, une autre grande question posée par Kant, qui est « que puis-je connaître ?» Et la raison pour laquelle je fais ce rappel, c'est que nous sommes à un tournant, véritablement. Cette année 2025, cette fin d'année, marque un moment où l'humanité est en train de mesurer à quel point elle a atteint un point de bifurcation important, dont on ne sait pas trop sur quoi il va déboucher, mais dont on est certain qu'il est en train de configurer notre monde actuel. Et la raison pour laquelle je rappelle cette autre question kantienne, c'est que vous avez parlé de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, notre intelligence, c'était pour nous humains la manière dont nous connaissons notre monde et la manière dont nous agissons dans ce monde. Et le transfert vers les robots, c'est quelque chose de très important et nous sommes juste en train de voir les prémices de ce que ce basculement
dans un monde de l'intelligence artificielle, parce que notre monde est d'ores et déjà le monde de l'intelligence artificielle, va produire. Maintenant, il y a aussi cette inhumanité dont nous avons fait l'expérience cette année. Nous n'aurions jamais pensé, il y a quelques années seulement, que la guerre ferait un grand retour sur un continent qui pensait s'en être débarrassé, c'était le continent européen. Absolument. Il y avait beaucoup de guerres, malheureusement, dans ce qu'on appelle le Sud global, et l'Europe semblait être à l'abri de conflits majeurs. Et voici que nous vivons encore aujourd'hui la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec un cortège d'atrocités. Qui en est à sa 3e année. Qui en est à sa 3e année, et on ne voit pas trop les perspectives de paix, parce que chaque fois qu'il y a un plan ou un embryon de plan qui se dessine, cela s'écroule devant la volonté clairement affichée de la Russie de réduire, au fond, l'Ukraine à sa plus simple expression. Autre région où on a vu également des atrocités majeures, le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, ceci n'est pas un phénomène nouveau, évidemment. Depuis la création de l'État d'Israël et depuis ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la grande émigration des Palestiniens, c'est un état de guerre permanent avec des explosions comme celle que l'on a connue cette fois-ci. Encore que cette fois-ci, le niveau atteint par les atrocités soit quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça a commencé d'abord par les atrocités du 7 octobre, il faut le dire, et ensuite ça s'est continué par une destruction quasi complète aujourd'hui de Gaza. On se demande comment cette région va être reconstituée. Donc un signe qui ne trompe pas, nous avions l'habitude d'avoir au moins des moments de pause pendant les Jeux olympiques. Et ceci était profondément ancré dans la tradition de l'humanité. Traditionnellement, même en Grèce ancienne, lorsque les Jeux olympiques avaient lieu, on faisait une paix. Une trêve. Cette trêve olympique était respectée. Pour une fois, on n'en a même pas. On n'a même pas envisagé la possibilité de le faire. Ça veut dire donc que tout ce qui faisait notre humanité, ce qui gardait encore le sens d'une humanité partagée, a été fortement remis en cause. On a vu une armée qui, pourtant, avait une réputation d'être une armée très morale, guidée par l'éthique, l'armée israélienne, accepter de réduire à la famine une population. Cela va contre les lois humaines, qui étaient les lois qu'on s'imposait même en temps de guerre. On n'affame pas son adversaire, on n'affame pas son ennemi. Et donc, voilà, essayer de parler d'espérance à la fin d'une année qui a été une année où nous avons été les témoins de toutes ces atrocités, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais est-ce que, pour autant, nous avons le droit de perdre confiance et le droit de ne plus avoir aucun motif d'espérer? Je ne le crois pas. Oui. Est-ce à dire que notre espace d'espérance s'est déplacé vers de nouveaux horizons? Notre espace d'espérance s'est déplacé vers de nouveaux horizons, et aussi il y a le fait que nous semblons avoir touché un fond. Et donc il y a une forme, je crois, d'insurrection de notre humanité, qui fait qu'il va falloir aujourd'hui reconfigurer un monde qui a perdu le sens, qui a perdu toute orientation. Nous sommes dans une période de désorientation telle qu'il va bien falloir réinventer un ordre mondial qui a été fortement chahuté et même pratiquement détruit. On a touché le fond, mais ce n'est pas un point de non-retour. Ce n'est pas un point de non-retour. Je pense que c'est un point d'inflexion où il faut que nous fassions attention aux germes de changement qui vont aujourd'hui être porteurs de l'avenir que nous souhaitons pour notre espèce. Et il va falloir aussi, en particulier, et j'ai utilisé le mot d'espèce à bon escient, il va falloir aussi que nous pensions, que nous apprenions à penser une politique d'humanité. Voilà la direction, à mon avis,
dans laquelle il faut s'engager. Et l'année qui vient, l'année 2026, sera une bonne occasion de mettre en chantier cette politique d'humanité dont notre monde a besoin. Oui, et justement, vous l'avez dit, l'année 2025 nous a rappelé la permanence donc du tragique avec ce qui s'est passé à Gaza notamment. Vous qui avez beaucoup travaillé sur l'héritage de Senghor et de Césaire, l'espoir d'un humanisme africain, vous parlez d'un retour à l'humanisme, donc l'humanisme africain capable de penser au-delà des fractures identitaires. Est-il en recul face aux crises régionales? Je pense au Sahel, par exemple. Alors voilà une autre région du monde où les bouleversements que notre humanité connaît se manifestent avec la plus grande intensité, c'est notre monde sahélien. Et c'est vrai que ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui est inquiétant à plus d'un titre. D'abord sur le plan de la sécurité, et sur la manière dont ce qui se passe est en train de remettre en cause profondément un humanisme qui a été le nôtre dans la région où nous sommes. Prenons le fait que l'insécurité soit causée par le djihadisme. Lequel djihadisme lui-même présente deux visages. Il y a un visage qui est au fond un visage de grand banditisme. Il faut bien se rendre compte qu'il y a tout un ensemble de trafics qui viennent se greffer sur ce qui se passe et ce qui motive au fond ce djihadisme. Le deuxième aspect, c'est une conception exclusiviste et fermée de l'islam. Or, notre région se distingue précisément par le caractère pacifique de l'islamisation qu'elle a connue. L'islamisation de l'Ouest africain n'a jamais été une islamisation guerrière. Il y a eu évidemment des phases dans notre histoire où il y a eu des djihads, en particulier au début du 19e siècle, du côté du nord Nigeria. Il y a eu également un djihad au milieu du 19e siècle avec Cheikh Oumar. Le marabout guerrier, justement. Le marabout guerrier, évidemment. Mais l'un dans l'autre, la tradition d'islamisation dans notre région a été plutôt une tradition qui s'est faite le long des routes qui étaient des routes de commerce, des routes de rencontre, des routes de négociation. Si on prend la tradition qui a été la tradition du monde mandingue, qui a été une des premières cultures, une des premières populations à avoir islamisé la région, il y a une volonté de faire en sorte que l'islamisation soit d'autant plus profonde qu'elle sera une islamisation qui s'adressera au cœur et aux intelligences et qui ne s'imposera pas par la force. De la même manière, nous avons aussi une tradition qui s'est développée surtout au XIXe siècle, d'un islam soufi, d'un islam mystique, d'un islam confrérique, qui lui aussi s'est répandu dans notre région, beaucoup plus par la force de conviction qui était la sienne, et beaucoup plus également par l'attrait qu'exerce la spiritualité sur les esprits, les intelligences et les cœurs, plutôt que par la contrainte. Donc, cette idée qui est au cœur de l'islam, selon laquelle la religion est le contraire même de la contrainte. Tout ce que l'on fait par contrainte ne peut pas être porteur de spiritualité. Ceci était véritablement le fondement de notre culture religieuse dans l'Ouest africain. Une tolérance vis-à-vis du pluralisme, un sentiment que le pluralisme est normal et dans l'ordre des choses. Or, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une crise spirituelle profonde, une crise culturelle profonde, parce que l'idée... Spirituelle, parce que l'idée d'une religion qui serait exclusiviste, qui estime par exemple sa lecture de la religion est la seule valide et que toutes les autres lectures sont hérétiques et à combattre, et qui justifie ainsi la violence, ça c'est quelque chose qui va contre l'humanisme et la tradition spirituelle de notre région. Au Sahel, le calme est des plus précaires. On peut en dire autant d'ailleurs des Grands Lacs, même si là on peut se réjouir des accords de Washington signés dans une ambiance glaciale. On peut quand même le rappeler, entre le président de la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, accord arraché par le président Donald Trump. Quelle lecture faites-vous de cette situation ?
Alors, il faut espérer que ce soit un accord qui puisse durer, parce que vous l'avez dit, le président Trump, qui est un président du bras de fer, enfin, toutes ses actions sont guidées par cette idée que la relation à l'autre est toujours une relation transactionnelle et qu'il faut avoir de son côté le rapport de force le plus favorable. Et donc, il a en quelque sorte obtenu à l'arraché, vous l'avez dit, par la force, pourrait-on ajouter, un accord entre les deux parties. Est-ce que cet accord s'attaque véritablement aux causes du conflit, aux causes qui font que ce conflit est endémique dans cette région? Rien n'est moins sûr. Par conséquent, il faut espérer que cela dure, parce que là encore, nous avons eu des spectacles d'atrocités absolument insupportables. Absolument. L'inhumanité aussi a véritablement trouvé son lieu dans cet espace meurtri. Espérons que cela puisse durer, espérons que les raisons profondes de ce conflit puissent disparaître, puissent être contenues, puissent être résolues dans le bon sens pour que cette paix puisse être une paix pérenne. Oui, il y a un autre fait marquant également dans la zone du Sahel en 2025, le retrait effectif donc du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO le 29 janvier 2025. Ce qui a formalisé une rupture majeure. Ce divorce consommé entre la CEDEAO et l'AES, est-ce l'échec de la recherche d'un cadre de dialogue ouest-africain que vous avez toujours appelé de vos voeux? Écoutez, oui, moi j'aime utiliser l'expression l'Ouest africain. L'Ouest africain comme si c'était un seul pays. Et j'espère vraiment que l'Ouest africain en voie de construction pourra se réaliser dans un avenir proche. Cette fracture qui est intervenue et cette consolidation qui est de la sortie de ces trois États de la CEDEAO en réponse à la politique de la CEDEAO qui consistait à dire que notre région ne devait plus connaître de coup d'État militaire et qu'en cas de coup d'État militaire, évidemment, il y avait des sanctions qu'il fallait prendre. La réaction a été une forme de fuite en avant, sortie des trois pays, consolidation des liens qui sont les leurs en ce moment, qui sont des liens construits au fond sur la réactivité à la CEDEAO. Et ceci est un drame. Parce que la CEDEAO, parmi les 5 régions qui avaient été définies par l'Union africaine comme étant des régions qui devaient s'intégrer le plus rapidement possible pour que, à partir de l'intégration de ces 5 régions, on puisse passer à une phase qui serait la phase de constitution d'une Union africaine allant dans le sens de ce que quelqu'un comme Kwame Nkrumah a appelé les États-Unis d'Afrique, ou quelqu'un comme Léopold Sédar Senghor. Chez ces deux-là, on trouve cette expression des États-Unis d'Afrique comme étant l'horizon que notre continent doit offrir à sa jeunesse. Tout recul de ces régions est un drame parce que c'est un recul par rapport à cet objectif majeur qui est la constitution des États-Unis d'Afrique. L'AES sortant de la CEDEAO, c'est un recul majeur parce que nous ne construirons l'Ouest africain qu'avec la CEDEAO. Ce n'est pas vrai que l'AES serait l'embryon d'une autre forme d'union de l'Ouest africain. La véritable direction, me semble-t-il, à prendre, c'est la direction qui va consister à peser sur la CEDEAO telle qu'elle est pour faire en sorte que cette CEDEAO porte à sa réalisation, réalise la promesse dont cette CEDEAO est porteuse. Et il est heureux que notre pays aujourd'hui ait les responsabilités qui sont les siennes dans la CEDEAO. Puisque notre pays est relativement proche aussi, à l'oreille, me semble-t-il, des pays de l'AES, la mission qui avait été la nôtre, d'ailleurs, qui a toujours été la nôtre, d'essayer de faire en sorte que l'AES rejoigne la CEDEAO, se réinscrivent dans cet espace naturel qu'est l'Ouest africain, devrait pouvoir être conduite avec sagesse et un esprit de construction véritablement, parce que l'éclatement, un éclatement de la CEDEAO serait la pire chose qui puisse arriver à notre région. Est-ce que cet éclatement, pour reprendre votre mot, serait le signe d'un enlisement
des nationalismes qui fragiliseraient cette région de l'Ouest africain, comme on dit, comme vous dites. Mais oui, parce que le réveil des nationalismes, les nationalismes, une face positive, si vous voulez, l'idée de le sentiment national, le sentiment patriotique, le sentiment de construire sa propre patrie en toute autonomie est un bon sentiment parce que c'est un sentiment qui peut aller en direction de la construction. Mais il faut bien se rendre compte que le nationalisme a une face obscure, une face négative, qui est que le nationalisme fragmente. On a vu l'histoire. Relire l'histoire des nationalismes, c'est comprendre que les nationalismes aussi peuvent mener à la guerre. Oui. Que les nationalismes, cela fragmente. Que les nationalismes ne sont pas toujours dans la voie de la construction. Et donc, il ne faut jamais oublier, dans le discours le plus nationaliste qui soit, la perspective de l'internationalisme, la perspective du cosmopolitisme, un mot qui aujourd'hui semble être un mot banni, des ténèbres. et honni, un mot des ténèbres, mais l'idée d'une citoyenneté mondiale doit être notre horizon. Une citoyenneté africaine est à construire, une citoyenneté mondiale doit être notre horizon, et c'est cela que j'entendais par la politique d'humanité. En revenir à cet aspect-là, et avoir le sentiment que nationalisme ne rime pas toujours nécessairement avec la bonne politique à mener, c'est quelque chose qu'il nous faut nous rappeler aujourd'hui au plus fort des crises que nous vivons, et donc avoir toujours cet horizon humain en perspective. Face à ces tensions politiques récurrentes, sur quoi la jeunesse africaine peut-elle encore fonder son espoir démocratique? L'espoir réside-t-il dans une réinvention des institutions plutôt que dans les figures politiques? Il y a déjà une chose sur laquelle il faut attirer l'attention de cette jeunesse, c'est le développement d'un certain scepticisme démocratique. Nous avons connu au début des années 90, les décennies 1990 ont été des décennies des grandes transitions démocratiques, où on a eu le sentiment que l'horizon démocratique était un horizon important et que notre jeunesse devait s'engager dans la voie de la démocratisation qu'avait connue notre continent. Il faut se souvenir que les années qui ont précédé ont été des années qui ont été caractérisées comme étant une période où l'Afrique était le continent oublié de la démocratie et oublié des droits humains. Les choses avaient changé dans les années 90. Aujourd'hui, il semblerait que la démocratie qui est en recul, pas seulement sur notre continent d'ailleurs, qui est en recul partout, soit menacée par ce que l'on appelle un scepticisme démocratique, c'est-à-dire que on n'y croit plus trop. Souvent, on se dit qu'on est porteur de directions nouvelles pour lesquelles, au fond, la démocratie n'a pas grande importance. En ce qui concerne dans nos pays, ce qui nourrit peut-être ce scepticisme, c'est qu'on est toujours en attente de ce progrès social. C'est là que se trouve le nœud du problème, en effet. La démocratie, ce qu'elle promet, c'est d'abord la démocratie, c'est-à-dire les libertés fondamentales et la capacité que les peuples ont de peser sur les décisions qui les concernent et de peser sur les orientations qui les concernent. Donc voilà le projet que porte la démocratie. En elle-même, la démocratie n'est pas, comme on dit, l'expression consacrée, c'était que la démocratie ne se mange pas. C'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas demander à la démocratie en tant que telle, en tant que démocratie, de nous livrer immédiatement, si vous voulez, les promesses de développement, les promesses de développement en particulier social, etc. Mais la valeur de la démocratie n'est pas là. Encore que elle puisse permettre à terme un développement des forces productives, comme on pourrait les appeler, parce que ce développement lui-même repose aussi sur la capacité d'initiative qui est laissée aux populations, et c'est un développement qui ne se décrète pas de haut, en surplomb, c'est véritablement aussi une des promesses que la démocratie porte. Alors, croire en la démocratie, c'est revenir à la valeur qu'elle représente pour l'humain, pour la capacité que nous avons de choisir tel ou tel régime pour nous diriger,
et avoir également la liberté de revenir sur nos décisions s'il s'avère que ces décisions ne conviennent pas. Justement, la démocratie ne se mange pas, mais elle n'est pas en même temps aussi gage de stabilité. On a vu dans nos pays, par exemple, il y a eu quelques soubresauts, surtout à l'approche des élections. C'est peut-être pour ça qu'elle est remise en cause aujourd'hui plus que jamais. Oui, alors malheureusement, le scepticisme démocratique consiste aussi souvent à ne pas croire dans les mécanismes démocratiques. À l'approche des élections, les élections dans nos régions sont toujours des moments de grande tension. Absolument. Et, on l'a vu en Côte d'Ivoire. On l'a vu en Côte d'Ivoire. D'abord, il y a toujours cette question du nombre de mandats. Ouais. On a l'impression que quand les pouvoirs en place acceptent les limitations de mandats, ces pouvoirs peuvent être absolument sincères au moment d'accepter ces limitations de mandat, mais dès que la fin du mandat arrive, on se met à vouloir revenir sur les promesses qui ont été faites, etc. Stabiliser cet aspect des choses est essentiel, évidemment. Donc, respecter les constitutions, arrêter de revenir sur les constitutions, faire en sorte que les constitutions soient durables. Verrouillées. Les institutions demandent une forme de stabilité. Maintenant, outre les institutions, il y a la culture et l'esprit démocratique. Vous savez, nous avons été tous témoins dans les années récentes que la démocratie est fragile. Elle est à la fois le meilleur régime ou le moins mauvais de tous les régimes, mais d'une fragilité extraordinaire. Parce que, en dehors des institutions, elle repose aussi sur une véritable culture démocratique. Prenez un geste aussi simple que celui de reconnaître sa défaite aux élections. Il suffit de dire « je ne reconnais pas » pour être en situation de crise constitutionnelle. On l'a vu dans le plus grand pays au monde, le pays démocratique par excellence que sont les États-Unis. Il a suffi qu'un président dise « mais non, je n'ai pas perdu ». Et le Pentagone a été envahi. Et le Pentagone a été envahi. Donc, ce geste qui consiste à ravaler sa propre amertume, ça n'est évidemment pas facile de perdre des élections et de se présenter devant les micros pour dire « j'ai perdu les élections ». Mais le geste de le faire est un geste démocratique et celui-là n'est inscrit dans aucune institution. Ça n'est pas une affaire d'institution, c'est une affaire de foi dans les institutions et de foi dans la démocratie. Donc la démocratie repose aussi sur la foi en la démocratie et c'est en cela que le scepticisme démocratique est profondément corrosif. Cela va corroder les sociétés. Or, si nous avons le scepticisme démocratique, ce qui reste, malheureusement, c'est le rapport de force. Et on se retrouve devant une conception tribale de la politique. La politique ressemble à ce moment-là à un affrontement tribal où tout ce que l'autre dit est diabolisé et tout ce que l'autre fait ou a fait est également diabolisé. Et ceci va provoquer la fragmentation de nos sociétés. Donc voilà à quoi nous mène aussi malheureusement le scepticisme démocratique. La crise sahélienne crée un risque de contagion sécuritaire vers notre pays, le Sénégal, risque de plus en plus prégnant d'ailleurs à la lumière des attaques du JNIM à Kaye, à quelques jets de pierre du Sénégal, et du blocus de septembre 2025. Elle vous inquiète, cette menace exogène ? Elle m'inquiète d'autant plus que des grands responsables de la sécurité ont dit qu'il fallait être vigilant. Absolument. Ce qui est une manière de dire aussi qu'il fallait avoir une inquiétude, non pas une inquiétude qui nous paralyse, mais une inquiétude qui nous mobilise. Et donc, il est certain qu'il faut être aveugle pour ne pas penser que si cette menace est à nos frontières, nous sommes aujourd'hui en danger. Et donc, il y a des mesures sécuritaires à prendre. Absolument. Je suis sûr que notre pays est probablement très préparé à ce genre de choses. Mais il faut également se rendre compte que l'idéologie sur laquelle repose ce djihadisme, cette idéologie en tant qu'idéologie n'est pas arrêtée par les frontières. Oui. Et donc, cela peut se retrouver déjà à l'intérieur
des pays. Oui. Donc cette menace est réelle, c'est une des menaces auxquelles nous devons faire face aujourd'hui. Oui, d'autant plus qu'effectivement, au Sénégal, on a connu quelques tensions, des moments difficiles, des tensions politiques, notamment ces dernières années. Comment se prémunir des divisions en interne, des divisions, les démons de la division endogène? Ben, les démons de la division, malheureusement, ont montré leur présence. Et cela s'est traduit par des tragédies sans nom que nous sommes toujours en train de déplorer. Vous savez, il est dit, c'est une parole que l'on trouve dans les différentes religions, en particulier en islam, qu'une chose pire que la guerre, c'est la guerre intestine. Se battre contre un ennemi qui est à l'extérieur de nous, c'est toujours un événement malheureux parce que la guerre ne devrait plus exister. Mais nous battre entre nous, avoir des querelles intestines qui détruisent notre sentiment de l'unité qui doit être la nôtre, nos sentiments de partager une orientation générale, commune, en dehors de toutes les dissensions, évidemment, qui sont le lot normal de toutes les démocraties. Si nous perdons cela, si nous perdons de vue le sens d'une orientation commune et de l'unité profonde qui doit être la nôtre, malgré les divisions, que les divisions aient lieu, évidemment, c'est normal, mais qu'elles aient lieu sur fond de projection vers un horizon commun, c'est la chose pour laquelle il faut travailler. Et la pire chose serait que les dissensions deviennent irréconciliables. La guerre aujourd'hui est surtout informationnelle, alimentée par la propagande donc de la désinformation. Comment votre modèle de la traduction, qui exige d'entendre la voix de l'autre, peut-il survivre dans un monde où la vérité est aujourd'hui constamment attaquée, sur les réseaux sociaux notamment? Vous l'avez dit, la vérité est d'autant plus attaquée qu'on la fabrique aujourd'hui. Un consensus était que les faits, la réalité au fond, et ce que nous partageons, et que les interprétations peuvent, elles, être différentes et peuvent, elles, nous séparer, nous diviser. Mais si c'est la réalité elle-même qui est totalement distordue par la digitalisation, la numérisation, nous avons un problème très important. Vous savez, il y a la première fois où cette expression de fait alternatif a été prononcée, cela a été accueilli par un ricanement. Le ricanement consistait à dire, mais des faits ne peuvent pas être alternatifs. Les faits sont les faits. C'est comme ça. C'est comme ça, on n'y touche pas. Ce qui peut évidemment faire l'objet de différences, c'est la lecture que l'on a de ces faits. Mais justement, l'intelligence artificielle nous dit que les faits eux-mêmes peuvent être totalement distordus. Aujourd'hui, on peut fabriquer de la réalité alternative parce que être, c'est être numérisé. Alors, si la réalité elle-même est numérisée, elle se présente sous forme numérique, et que la numérisation a une autonomie telle qu'elle peut fabriquer de la réalité, vous pouvez en effet avoir des réalités alternatives. On l'a vu très récemment, on a vu une journaliste qui avait tous les attributs de ce que signifie être journaliste, avec tout le quant à soi, qu'on estime être le quant à soi d'un bon journaliste. Eh bien, cette femme a annoncé qu'un coup d'État avait été déjoué en France. Et il s'avérait que c'était fabriqué de part en part. Mais quelle est la différence dans la perception que nous en avons entre ce moment d'information télévisée et un autre moment réel d'information télévisée où on nous donnerait des faits dont nous estimons qu'ils sont des faits réels? La différence n'est pas visible. Et il s'agit d'un deepfake qui a été fabriqué par un adolescent burkinabé qui a fait réagir le président de la deuxième puissance européenne. Mais exactement. Donc, petite cause, gros effet. Eh bien, petite cause, gros effet, c'est encore un gamin. Un gamin habile avec son ordinateur qui a utilisé Sora. Utiliser effectivement cette digitalisation pour créer une réalité qui doit faire intervenir les grands
de ce monde. Cela nous indique ce qu'est la puissance de l'intelligence artificielle, ce qu'est la puissance de cette technologie qui est en train de donner à notre monde aujourd'hui sa configuration, la configuration qui est la sienne d'ores et déjà et qui sera de plus en plus la sienne dans les années qui vont venir. Et cela nous alerte sur ce que nous devons faire pour essayer de contrôler cette technologie de l'intelligence artificielle. Parce qu'en effet, il y va de valeurs fondamentales, de valeurs humaines fondamentales, comme la constitution de faits, l'accord sur la réalité de ces faits et l'accord pour avoir des dissensions, mais à partir d'une base commune qui est une réalité que nous partageons. La percée fulgurante de l'IA et la robotisation des activités, justement, est-ce un nouveau défi anthropologique ou une menace sur Sapiens? Qu'en pensez-vous? Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un défi anthropologique. C'est-à-dire que l'humain va aujourd'hui devoir composer avec une technologie qui est d'un ordre différent des technologies que l'humanité s'est données jusqu'à présent. Jusqu'à présent, l'humanité s'est donné des outils techniques, technologiques, qui démultipliaient ses propres capacités. Ça va depuis le levier, le levier qui multiplie les forces physiques qui sont les nôtres, jusqu'à récemment, alors, tous les outils que nous avons mis à la disposition de l'humain. Nous venons de créer avec l'intelligence artificielle une technologie qui a en elle-même, qui comporte en elle-même une certaine autonomie et une certaine capacité de se transformer elle-même. L'intelligence artificielle n'est pas simplement une intelligence qui applique ce qui a été inscrit en elle, c'est une intelligence qui est en mesure d'apprendre, de s'ouvrir à elle-même de nouvelles possibilités. C'est-à-dire, au fond, d'échapper de plus en plus au contrôle que nous devrions pouvoir exercer sur elle. Et nous commençons à voir déjà des effets majeurs de cette technologie. Prenez le fait que l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, ne remplace plus seulement l'humain dans des activités que l'on peut considérer comme mécaniques, mais également dans des activités intellectuelles et dans des activités de création. C'est-à-dire que le monde de la création lui-même, là où nous avons le sentiment d'inscrire véritablement notre humanité. Dans l'art, par exemple, l'intelligence artificielle aujourd'hui est en concurrence avec nous. Nous avons toujours mesuré les progrès de l'intelligence artificielle en disant « Ah, le robot a réussi à battre tel spécialiste du jeu des échecs. » Tout à fait. Mais le robot est en mesure de battre les artistes en termes de création, ça c'est autre chose. Avec les IA génératives. Avec les IA génératives. Alors, pour l'instant, le grand artiste, l'artiste qui a la plus grande originalité est très au-dessus de l'intelligence artificielle. Mais disons que le bon artiste, aujourd'hui en concurrence avec l'intelligence artificielle, est battu par l'intelligence artificielle. Faire un tableau, décider de faire un tableau sur un thème donné, vous donnez cela à un artiste, disons, moyen, et vous le donnez à l'intelligence artificielle fera au moins aussi bien, sinon mieux. Évidemment, quand il s'agit d'un artiste d'une grande originalité, c'est autre chose. Même écrire des romans. Vous allez avoir des éditeurs à l'heure actuelle ont un problème parce que les éditeurs se trouvent aujourd'hui confrontés à des manuscrits qui leur arrivent dont ils peuvent sentir qu'ils ont été réellement produits par l'intelligence artificielle. Mais oui. J'ai eu un déjeuner récemment avec mon éditrice et une autre éditrice qui me disaient qu'en effet, aujourd'hui, le monde de l'édition est confronté à des produits qui sont des produits générés par l'intelligence artificielle. On se souvient, il y a eu quelques mois, de la plus grande et de la plus longue grève que Hollywood ait connue. Absolument. Parce que les créateurs dans le monde du cinéma américain étaient inquiets pour leur propre emploi. La traduction, le métier de traduction est déjà fortement altéré. Ou bien
l'intelligence artificielle remplace les traducteurs, ou alors on demande aux traducteurs aujourd'hui de venir après l'intelligence artificielle pour ajouter telle ou telle chose pour vérifier. Donc leur tâche devient une tâche de vérification beaucoup plus qu'une tâche de production et de co-création avec l'auteur dans une langue de ce qui s'est effectué. Le New York Times a fait il y a quelques jours sa une sur 5 personnes qui avaient perdu leur travail parce que ces personnes ont été remplacées par l'intelligence artificielle. Elon Musk, qui est dans ce domaine-là, a annoncé que dans moins d'une génération, le travail lui-même serait totalement démodé et disparaîtrait. Et donc, voilà toutes ces raisons qui font que nous pouvons parler de crise anthropologique. Notre rapport au travail va être profondément changé. Or, une chose qui nous définissait comme humains, c'était précisément la relation que nous avons au travail. L'homo sapiens est d'abord homo faber, l'homme qui fabrique. Absolument. Homo faber, homo sapiens, si notre côté faber peut être transformé par l'intelligence artificielle et que notre côté sapiens, lui aussi, peut être transformé par l'intelligence artificielle, évidemment, c'est la meilleure définition, c'est la définition la plus claire que l'on puisse donner d'une crise anthropologique. C'est très effrayant, c'est très effrayant, professeur. Mais tout de même, quelle est cette part irréductible de la conscience, du jugement, de la sagesse que la machine ne pourra jamais reproduire, selon vous? C'est très difficile de mettre le doigt sur ce que la machine ne pourra pas faire. Les choses sont allées suffisamment vite pendant la période où j'ai commencé à réfléchir à la notion d'intelligence artificielle, parce que mes premiers travaux ont été des travaux sur la mécanisation des procédures intelligentes, donc sur l'origine de notre civilisation de l'ordinateur, pour voir le basculement qui a eu lieu lorsque, en matière de traduction, la machine est passée de la recherche de la meilleure manière de comprendre le sens jusqu'à une décision qui était de remplacer cette recherche par l'accumulation de ce que l'on appelle les big data. Donc, il suffit d'emmagasiner le maximum de textes pour être en mesure de traduire, de tout traduire, en partant de la prémisse que tout a été déjà traduit. Et donc, chaque fois qu'on a dit voici les limitations internes de l'intelligence artificielle, il a semblé que l'intelligence artificielle franchissait les frontières qui lui étaient ainsi assignées et les limitations qui étaient, que l'on croyait pouvoir établir. Donc, je prends un exemple précis, celui de la traduction. Un traducteur se trouve toujours confronté à de l'intraduisible. Vous traduisez un texte et à un moment donné, vous tombez sur une portion de texte qui est tellement inscrite dans la culture dont la langue sur laquelle vous travaillez est une expression que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas trouver d'équivalent dans la langue dans laquelle vous traduisez. Le bon traducteur, c'est celui qui va trouver le bon détour, qui va quand même pouvoir trouver dans les ressources de la langue qu'il reçoit la manière de rendre ce qui semblait a priori intraduisible dans l'autre langue. Là, on peut dire que la créativité et le génie humain et cette sagesse humaine, cette sagesse dans la traduction s'exercent. Et peut-être que là, il y a une différence avec la machine. Mais encore, sur ce plan-là même, je suis très prudent et je vous dis peut-être. Parce que, y compris ceux qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle, vous disent qu'ils ne sont pas en mesure de vous dire exactement quelle limite on peut assigner quelle sera la finalité à la perfectibilité de l'intelligence artificielle. Donc nous sommes en train de faire une sorte de fuite en avant parce que ça c'est aussi la concurrence capitaliste. Si vous essayez de réguler ici, les gens vont se déplacer. Le déplacement est très facile et ils vont aller dans des pays qui ont faim de développement dans l'intelligence artificielle et qui auront peut-être moins de règles. Vous régulez en Europe, ils vont au Qatar ou en Chine. Et en plus, avec la grande concurrence qui existe aujourd'hui entre les puissances, les États-Unis et la Chine, ceci fait sauter toutes les régulations possibles. Vous avez bien vu, par exemple, comment les réseaux sociaux eux-mêmes
sont aujourd'hui livrés à une sorte de loi de la jungle. Absolument. Ceux qui doivent les modérer ont décidé qu'au fond, on peut laisser les choses se faire. Pour revenir à l'exemple que nous avons considéré tout à l'heure de cette fake news concernant coup d'État en France, eh ben, le propriétaire du réseau en question a hésité à refusé d'enlever la vidéo en disant que cette vidéo ne contrevenait pas aux règles qui sont les règles de cette plateforme. Et ça a provoqué l'ire du président Macron. Mais oui, mais techniquement, il avait raison. Légalement, il est inattaquable. Ça veut dire donc qu'aujourd'hui, nous nous refusons même à la régulation. Vous avez parlé de la Chine et des États-Unis qui sont les deux superpuissances de l'IA. L'Afrique, notre continent, qui n'est pas au centre de la production de ces technologies, court-elle le risque de voir un universel technologiquement biaisé lui être imposé? Pour l'instant, effectivement, ce risque est réel. Une manière simple de mesurer ce biais, c'est de se demander quelle est notre présence aujourd'hui dans le monde digitalisé où nous vivons. Cette présence est relativement faible. Il nous appartient maintenant de travailler à une véritable présence africaine dans ce qui se fait aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle. Et ceci est de notre responsabilité. Et cela a à voir avec la formation que nous allons donner à notre jeunesse. Expliquer à notre jeunesse qu'elle a besoin d'être formée comme il faut pour tenir toute sa place dans le monde qui est en train de se dessiner. Ça, c'est très important. C'est une responsabilité que nous devons tous pouvoir remplir. Et c'est vrai qu'il y a des biais aujourd'hui dans l'intelligence artificielle parce qu'après tout, elle développe, elle reproduit et développe ce qui a été, ce qu'on lui a donné à ingurgiter. Ce qu'on lui a donné à ingurgiter porte tous les biais qui sont les nôtres aujourd'hui. Et ces biais-là, malheureusement, l'Afrique se trouve au mauvais bout, si vous voulez. L'IA se nourrit de données, effectivement. Elle se nourrit de données, il ne faut pas l'oublier. En 2025, Kigali a accueilli le premier sommet mondial sur l'intelligence artificielle en Afrique. Le continent est conscient donc de la nécessité d'enseigner l'IA en Afrique avec un regard critique et éthique. Votre avis là-dessus et quelle méthode préconisez-vous pour que les Africains s'approprient cette technologie? Alors, il y a déjà, je l'ai dit, le maître mot, l'alpha et l'oméga, c'est la formation. C'est la formation, Comprendre le monde dans lequel nous vivons et être présent sur les directions que cela va prendre. Cela exige que nous ayons la jeunesse la mieux formée qui soit. Les choses se passent aujourd'hui du côté justement de cette région-là, du monde, du côté du Rwanda, du côté du Kenya. Le Kenya développe une région qui est comparée à une forme de Silicon Valley aujourd'hui. Évidemment, il y a de l'exagération là-dessus, mais c'est aussi une manière de dire que ce pays s'est engagé avec la jeunesse qui est la sienne, avec les formations. L'Afrique du Sud, le Maroc. Le Maroc également. Donc il y a des pays qui ont compris les enjeux et qui sont fortement engagés dans la formation qui est nécessaire. Être attentif à ces réponses qui sont en train d'être apportées par notre continent et faire en sorte que ces réponses soient également des réponses continentalisées. Ce qui nous ramène à ce que nous disions tout à l'heure de la nécessité de constituer les États-Unis d'Afrique. Et donc, voilà la deuxième direction dans laquelle il faut aller. La formation et un panafricanisme véritable qui est un panafricanisme qui n'est pas simplement un panafricanisme idéologique et réactif, mais un panafricanisme de la construction, tel que l'avaient voulu les grands fondateurs de la pensée panafricaine, c'est-à-dire construire les États-Unis d'Afrique du Caire jusqu'au Cap. Et faire en sorte, en effet, que les centres d'excellence soient des centres d'excellence qui bénéficient à l'ensemble du continent. Que l'Union africaine ait une politique de l'intelligence artificielle et que la régionalisation que nous essayons de vivre tant bien que mal, soit aussi une régionalisation des formations, une régionalisation des intelligences, une mise en synergie des intelligences qui sont les nôtres. L'union
africaine s'impose aujourd'hui à nous. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas le droit de nous perdre dans des fragmentations où il s'agirait de savoir qui est plus panafricain qu'un autre. Oui. Être plus panafricain que moi, tu meurs, c'est pas la bonne approche. C'est pas la bonne approche. Oui. Est-ce que vous croyez tout de même à cette souveraineté numérique africaine quand plus de 97% de nos données sont hébergées à l'étranger? Alors, évidemment, l'hébergement des données, c'est extrêmement cher. Absolument. Mais il faut y mettre le prix parce qu'il faut mesurer les investissements à effectuer à partir des enjeux plutôt qu'à partir des coûts. Ce qui se joue est très important. Je crois que notre pays est en train de créer un centre de données. Tout à fait. Dans le cadre du New Deal technologique. Exactement. Et donc ça, c'est une bonne chose. C'est une voie dans laquelle notre pays est fort heureusement engagé. Puisque c'est très cher, ça demande un gros investissement, cela veut dire que la mutualisation aussi s'impose à nous. Ce qui nous ramène à ce que nous disions tout à l'heure sur la constitution d'une souveraineté qui serait une souveraineté à l'échelle continentale. L'Union africaine doit avoir un agenda partagé, compris, popularisé, et faire en sorte précisément que tout investissement venant de l'extérieur soit un investissement qui s'aligne sur cet agenda-là. Si vous n'avez pas votre propre agenda, vous allez subir les agendas des autres. Et donc faire en sorte de rapatrier sur le continent l'hébergement de nos bases de données devient une priorité, mais une priorité à laquelle nous ne pouvons véritablement répondre que si la réponse se passe à l'échelle continentale. On a presque fini, mais j'aimerais vous faire réagir sur le thème de la rentrée solennelle de l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques, rentrée qui a eu lieu au mois de novembre, fin novembre dernier, et qui le thème portait sur intelligence artificielle et intelligence spirituelle, éclairer la technique par la sagesse. Que vous inspire ce thème? C'est un thème essentiel parce qu'en effet, nous n'avons jamais eu autant besoin d'une orientation spirituelle pour les projets et les directions que nous sommes en train de prendre. Autrement dit, ce monde de la technique ne sera véritablement un monde à notre service que si ce monde de la technique porte notre propre humanité. Et porte notre propre humanité dans ce qu'elle a de plus élevé. Et ce qu'elle a de plus élevé, cette humanité, c'est précisément l'esprit humain. Et spiritualité, évidemment, ça a une signification religieuse, mais avant même d'avoir une signification religieuse, on peut lui voir une signification tout à fait laïque. C'est le mot qui est construit sur esprit. Il faut que le monde que nous vivrons aujourd'hui soit toujours un monde humain qui reflète la plus haute faculté chez nous, qui est cet esprit. Parce que de cet esprit dépend l'éthique humaine qui est la nôtre. De cet esprit dépend la capacité que nous avons de penser en tant qu'une seule et même humanité et non pas simplement en tant que tribu et en tant qu'ethno-nationalisme. Tellement de choses dépendent de cette spiritualité qu'il était important pour une académie comme celle-là de rappeler que l'humain doit rester doit pouvoir garder le contrôle sur ses propres créations en mettant ses créations au service de ce qu'elle a de plus élevé, c'est-à-dire la valeur humaine en général. Nous avons parlé rapidement dans notre conversation de politique d'humanité. Cette notion d'une orientation spirituelle qui serait donnée aux technologies dont nous nous sommes dotés et le premier aspect, l'aspect le plus important probablement de cette politique d'humanité. La spiritualité peut être donc un rempart. La spiritualité doit être un rempart parce qu'elle est surtout un phare. Elle doit pouvoir orienter les directions que nous prenons. Nous avons besoin d'orientation. Nous ne pouvons pas avoir un monde de la désorientation, de la désorganisation, où tout ce que nous aurions, ce serait effectivement une sorte de sarabande de cultures innombrables, une sarabande d'identitarisme et qui serait sans aucune orientation vers un horizon commun. La constitution d'un horizon commun est essentielle dans tous les domaines, est essentielle dans le domaine
politique, est essentielle comme réponse à la crise environnementale, est essentielle comme réponse à la crise sanitaire, et elle est également essentielle à la crise qui s'annonce du fait des effets qui vont être ceux de l'intelligence artificielle. Oui. Avant de conclure, on a célébré le centenaire de Frantz Fanon récemment à Dakar. Quelle est la symbolique pour vous, fêter le centenaire de Frantz Fanon ici à Dakar? Alors, Frantz Fanon est le personnage qu'on peut considérer un peu comme central Absolument. dans ce qui a été l'événement le plus important du XXe siècle, qui est l'événement des décolonisations. Ouais. La conférence de Bandung, qui symboliquement représente ce moment où le pluriel du monde est entré en insurrection, en quelque sorte, contre l'idée d'une européanisation du monde par la mission civilisatrice dont cette région particulière du monde qu'est l'Europe s'était estimée investie. Eh bien, Frantz Fanon représente cet esprit-là. Donc, fêter son centenaire ici au Sénégal avait une valeur symbolique très très importante en nous rappelant la tâche de continuer l'entreprise de décolonisation. Oui. Ceci était important. Mais il y a aussi d'autres leçons de Frantz Fanon. La coïncidence a voulu qu'au moment de cette célébration, j'étais également en train de donner une conférence au lycée Lamine Gueye, qui était le lycée Van Vollenhoven, pour le centenaire de notre lycée. Absolument. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai terminé mon propos, qui était un propos de réflexion aussi sur l'école et les formations, sur une phrase importante de Frantz Fanon. Il faut se souvenir d'une des leçons de Frantz Fanon. Ce n'est pas simplement l'exaltation, si vous voulez, de la décolonisation, etc. Frantz Fanon était également un homme de vision et un homme qui était profondément persuadé de la nécessité pour nous, humains, de nous donner un horizon d'universalité. Quand on exalte aujourd'hui le Frantz Fanon de la décolonisation, le Frantz Fanon de la confrontation, on oublie l'universalisme de Frantz Fanon. Or, il suffit de le lire. Il suffit de lire les dernières pages de Peau noire, masque blanc ou les dernières pages des damnés de la Terre pour se rendre compte à quel point cet homme était un universaliste. La phrase de Frantz Fanon qui m'est venue à l'esprit, c'était ce moment dans les pages de conclusion de Peau noire, masque blanc où il dit: je ne suis pas seulement responsable de la révolte de Saint-Domingue, c'est-à-dire je ne considère pas seulement l'histoire d'une révolte d'esclaves qui a réussi et qui a créé la première République noire d'Haïti, je suis également responsable, disait-il, de la guerre du Péloponnèse comme de l'invention de la boussole. C'est-à-dire que Frantz Fanon nous rappelle qu'il y a un héritage humain universel qui doit être le nôtre. Voilà une leçon qu'il faut retenir de lui à une période où on est un peu trop dans le relativisme et dans la confrontation des épistémologies différentes, des modes de connaître différents. Il y a de l'universel et il faut tenir à cet universel. Et c'est une des leçons de Frantz Fanon dont il faut se souvenir aussi. Peau noire, masque blanc et les damnés de la terre qui sont les magnum opus de Frantz Fanon. Absolument. Après avoir parlé de l'enlisement des conflits et de la puissance de l'IA, où l'espoir se niche-t-il concrètement pour vous? Est-il dans la politique, la religion, l'art ou l'éducation? J'ai envie de vous dire tout cela, évidemment, de vous donner une réponse de Normand. Oui. Le véritable motif d'espoir, c'est le sentiment que nous avons en effet à constituer notre humanité aujourd'hui. Nous avons des tentatives pour cela. Nous avons cette conférence des partis qui vient de se boucler au Brésil. C'était un des aspects de la fin de cette année 2025. Oui. Les résultats ne pouvaient pas être d'excellents résultats dans la mesure où la plus grande puissance au monde n'était pas présente, non seulement n'était pas présente, mais a pratiquement de manière décidée, quelque peu saboté cette rencontre. Cette COP, oui. Mais elle a eu lieu. Nous avons ces COP. Nous avons ces lieux où l'humanité essaye, en tant qu'humanité, de réfléchir aux défis auxquels elle est en train de faire face et auxquels elle doit répondre. De faire humanité ensemble. De faire humanité ensemble. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée de faire humanité ensemble s'impose malgré tout à nous.
malgré toutes les atrocités que nous voyons, malgré tous les sentiments ethno-nationalistes et la fragmentation que nos différents souverainismes que l'on voit au nord comme au sud sont en train d'imposer donc dans les aspects négatifs, je ne parle pas des aspects positifs de la volonté de souveraineté. Malgré tout cela, nous avons quand même des espaces où nous pensons humanité et où nous pensons que la politique doit s'exercer à partir de l'humanité conçue non seulement comme horizon, mais également comme principe d'action. Cela existe. Et c'est là que les choses pourront basculer, et pourront basculer assez rapidement. Voilà les raisons que nous avons d'espérer. Oui. Voilà les raisons où nous avons toutes les raisons de répondre à la grande interrogation de Kant, que m'est-il permis d'espérer, interrogation sous le chapeau de laquelle vous avez mis aujourd'hui notre conversation, ce qui me semble une décision tout à fait heureuse. Et c'était un immense privilège et plaisir de vous recevoir, et je vais vous redire ce que je vous avais déjà dit. Vous avez de l'Ubuntu, et je pense que c'est le plus grand compliment selon Desmond Tutu, parce que vous partagez ce que vous avez de plus carissime, à savoir votre savoir encyclopédique par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Merci de votre accueil et de votre hospitalité. C'était un immense plaisir de vous recevoir. Nous ne pouvions pas avoir meilleur invité que le professeur Souleymane Bachir Diagne pour boucler cette année 2025 en beauté. Merci à vous, merci chers téléspectateurs, merci à toutes les équipes de Evenprod. Très belle année à vous, très belle année 2026 à tout le personnel, en commençant bien évidemment par le directeur général, Monsieur Ibou Gueye. Merci pour la confiance et merci pour la constante sollicitude. Mention spéciale tout de même à l'équipe technique, montage y compris, ces baroudeurs, ces fous furieux qui ne comptent pas les heures et ne rechignent jamais à la tâche. Bon courage, car le difficile est le chemin. Restez avec nous sur Evenprod et à bientôt.